Vous voyez, la notion de figure d'attachement, c'est une notion, bien sûr, qui est incluse dans la théorie de l'attachement. Pour essayer de le comprendre très très simplement, imaginez une seconde que vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle, mais vraiment une très mauvaise nouvelle, pas uniquement l'augmentation de vos impôts, non, non, une très mauvaise nouvelle. Vous avez envie de parler à quelqu'un, regardez, à l'intérieur de vous, vous allez avoir une ou deux personnes maximum, et peut-être même une personne qui n'est plus de ce monde encore. En revanche, plutôt que de vous enfermer aujourd'hui dans ce charmant cinéma et vous dites il va faire beau, j'aurais préféré aller me balader avec des amis ou avec de la famille, peu importe, mais vous allez imaginer les personnes avec qui vous auriez aimé passer la journée dehors et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes personnes. Et moi, en tant que papa, j'ai 3 filles, je faisais l'erreur quand j'étais jeune papa de croire que mes filles m'aimaient moins que mon épouse. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où il y avait un problème, les filles allaient voir leur mère. Disons qu'il y a une préférence, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, pas du tout. C'est lié juste à la dynamique de sécurisation intérieure. En fait, quand on dit secure, c'est pas une bonne traduction, parce que c'est pas une sécurité véritable. C'est secure en termes de quiétude, véritablement de quiétude. Je suis en équilibre émotionnel parce que j'ai trouvé un espace de quiétude. Je dirais tout ce qui peut aider un patient de manière non chimique, je prends. Et donc c'est vrai que j'ai une position très pragmatique. Je ne suis pas un grand fan de la médecine fondée sur la preuve, même si je suis obligé de me tenir un petit peu au courant, mais je considère quand même que tout soin doit être une création. C'est-à-dire que si j'invente pas un nouveau soin, chaque fois que je rencontre un patient, ben je pense que j'ai pas fait du bon boulot. Si je suis dans un protocole, dans un arbre décisionnel, ben ça me plaît pas du tout. Et donc, quand Frédéric Rosenfeld m'a dit « J'ai trouvé un truc génial, en plus la présidente habite mes yeux, je vais te la présenter, ça s'appelle l'EFT », je me suis pas posé la question du niveau de preuve, de même quand mon regretté ami David Servan-Schreiber m'a parlé de l'EMDR, pareil. Alors depuis, on sait qu'en effet, il y a eu beaucoup de publications internationales qui donnent un bon niveau de preuve. MDR est encore un petit peu plus haut que l'EFT, mais l'EFT, on sent que ça monte de plus en plus vite. Eh bien, à l'époque, je m'en foutais. Et j'ai dit, ben, moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je peux toucher. Donc, on a d'abord laissé Fred officier, avec cette synthèse incroyable qu'il va vous présenter cet après-midi, de l'EMDR, de l'EFT, de la méditation et de la pleine conscience. Je crois qu'il est le seul au monde à faire une telle synthèse. Cet âne refuse de publier, je le harcèle, je vais jusqu'au sévice, mais le pire c'est qu'il aime ça. Donc il veut pas publier ce qu'il fait, alors que c'est complètement original et c'est vraiment superbe. L'EFT en fait vraiment partie, je crois même que c'est vraiment le maillon fort de sa méthode qui vous exposera. Ce qu'il y a de sûr, c'est que donc il a essayé, on a vu que ça marchait, que les patients faisaient un retour super. Et du coup, on a demandé à Geneviève de venir faire des formations au personnel dans les cliniques qui étaient volontaires. Et manifestement, bah, la greffe prend bien. Et les cliniques qui utilisent l'EFT... Moi, il n'y a rien que j'aime autant que de voir un patient, quand il fait sa crise d'angoisse le soir, au lieu d'aller demander son Lexo, son bonbon Lexo, puisqu'on est dans une civilisation presse-pilule, eh bien, je le vois dans le parc en train de se faire des trucs. Et moi, j'adore, parce que ça, c'est pas chimique, au moins. Donc merci aussi Geneviève de nous avoir apporté ça, parce que c'est un outil de plus dans cette boîte à outils thérapeutique, et c'est un outil non chimique. Alors ça veut dire, si je vous propose ça, c'est pour dire que la biologie existe et que l'histoire, c'est-à-dire la représentation de soi, existe aussi, et que les deux participent à la construction de qui on est et comment on va établir des transactions avec ce qui est autour de nous. Alors, si y a des gens dans la salle qui sont partisans des raisonnements cartésiens, ils vont passer une mauvaise après-midi. Parce que c'est pas, il faut renoncer aux explications de une cause provoque un effet. Déjà dans les sciences dures, c'est très relatif, puisqu'on a parlé avec Braic, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et Braic est un grand nom de l'astronomie, et il nous disait,
même dans les constellations, même dans les étoiles, des fois on voit d'énormes bouleversements, un chaos, et l'ordre se rétablit. Et des fois on voit un petit impact d'une petite astéroïde à un moment précis de la circulation des étoiles, et hop, c'est une déflagration, et un nouvel ordre apparaît. Donc déjà chez les étoiles, il n'y a pas de causalité linéaire, il n'y a pas une relation provoque, une cause provoque un effet, ça dépend de l'impact, ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Déjà chez les étoiles, alors vous pensez bien, chez nous, comment fait-on pour tenir des raisonnements cartésiens ? Ça me paraît impossible en psychologie, et dans la condition humaine, ça me paraît impossible. Donc en résumé, ce n'est pas quelque chose de psychanalytique, mais on peut retrouver des éléments qui évoquent la science de Freud. Ce n'est pas des thérapies comportementales et cognitives non plus, je trouve que c'est plus simple, plus rapide, plus fluide. Mais dans les TCC, vous travaillez quand même beaucoup sur les émotions, les pensées et les comportements. Et de même, en EFT, vous allez avoir des dénouements qui peuvent se passer au niveau de vos pensées. Quand on a des pensées distordues, des pensées stériles, c'est une technique qui me semble très émotionnelle, qui travaille avec les tripes. Et puis c'est une technique qui finalement permet de libérer certains comportements qui peuvent être figés. D'ailleurs, si vous regardez les indications de choix des thérapies comportementales, vous pouvez faire un calque assez proche avec ce que est capable de soigner l'EFT également. Donc il y a une bonne similitude, je dirais une bonne complémentarité entre les deux. C'est pas de l'hypnose, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir un effet hypnotique propre dans l'EFT, même s'il n'y a pas que ça qui est efficace. Ce n'est pas de l'EMDR, mais je vais faire le rapprochement peut-être un peu rapide entre l'EMDR et la psychanalyse. L'EMDR permet d'aller fouiller dans l'inconscient de la personne et de lui faire comprendre comment il fonctionne ou comment il dysfonctionne et de l'aider à guérir. Et l'EFT se rapproche de ça aussi. Il y a une technique plus récente qui s'appelle TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes, qui est une technique très viscérale aussi, qui travaille presque exclusivement, je dirais, sur les émotions, les sensations. Alors, ce n'est pas du TIPI, mais il y a quand même un travail parfois très profond qui se fait au niveau de ce qui se passe dans nos tripes quand on n'est pas bien. Alors, est-ce que c'est bidon? Est-ce que c'est du perlimpinpin? Comme Geneviève sourit, elle sait que la réponse est non. L'EFT, c'est quoi? 1994. Et donc en 2001, il y a déjà pas mal de temps, il y a une première étude qui a été faite, une étude scientifique, et qui a montré que l'EFT, c'était efficace. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça marche bien, aussi bien, voire mieux que les thérapies comportementales sur les phobies de petits animaux. Et cette étude a montré que l'effet était durable plus longtemps que les thérapies comportementales. Donc on ne sait toujours pas très bien comment ça marche, peut-être tu nous en diras plus, mais on sait en tout cas que ça marche, ça fonctionne de façon durable, et parfois de façon plus durable que d'autres techniques qui ont fait preuve de leur efficacité. Donc, ne vous laissez pas tenter par les propositions erronées présentes partout sur le net qui sont que on va tapoter du positif pour en rajouter une petite dose. Lorsque vous allez travailler sur du négatif, le positif s'installe par lui-même. Quand vous avez un problème et que vous travaillez sur un problème, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez le problème, il est résolu. Qu'est-ce que vous faites une fois que ce problème est résolu? Oui, on passe au suivant. On ne pense plus à l'autre. Donc, à quel endroit on va rajouter finalement du positif? Il n'y a pas besoin. Si le problème est résolu correctement, il est travaillé correctement, il n'y a pas besoin d'ajouter du positif, il va se mettre tout seul. Gary a une métaphore pour parler de cela. C'est comme si vous aviez des taches sur votre sol et que vous passiez la serpillière là où c'est propre. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est là où c'est sale qu'il faut passer la serpillière. Donc, on travaille sur le négatif en EFT et non pas sur du positif. Le positif n'a pas besoin ni d'être renforcé, ni d'être travaillé, puisqu'il s'installe par lui-même. Et vous allez penser calmement à la situation et passer à autre chose de manière tout à fait tranquille.
Donc on en était à, même si j'ai ce problème, donc l'on va décrire le plus précisément possible. Et donc je m'accepte tel que je suis. C'est une phrase qui passe très très bien. Donc c'est vrai que la phrase par défaut, c'est je m'aime et je m'accepte complètement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la phrase la plus acceptée par les personnes en consultation, c'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Après, il y a une seule fois où j'ai eu vraiment à me creuser la tête pour aller trouver la bonne façon de passer ce cap. Ça faisait 5 minutes à peu près qu'on travaillait sur quelle est la phrase qui va pouvoir aider cette personne finalement, qui va pouvoir être acceptable pour elle. Parce que je lui disais, je m'aime, je m'accepte complètement. Non, ah non, je peux pas m'accepter avec ce problème. Ah non, je peux vraiment pas m'accepter avec ça. Ok. Je m'aime, je m'accepte comme je suis. Ah ben non, je peux pas m'accepter comme je suis parce que j'ai ce problème. Ok, d'accord. Bon, essaye encore une fois. Donc j'essaye autre chose. Je veux bien essayer de m'accepter. C'est aussi une partie on est dans une démarche de début d'acceptation en fait. Hein. Je veux bien essayer de m'accepter. Mais non, j'ai pas envie d'essayer de m'accepter. J'ai ce problème, je veux le résoudre. Ok, d'accord. Ça faisait 5 minutes qu'on réfléchissait finalement à la phrase adaptée, mais toujours en respectant la notion d'acceptation de soi avec le problème. Et j'ai misé sur son cerveau en fait, et je me suis dit que si je lui propose nanana, 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 ça devrait marcher. Et ça a fonctionné. Et donc, à la 3e ronde, elle m'a dit non, je m'aime et je m'accepte complètement.